Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima Insem. Et pour conclure notre semaine dédiée à l'emploi, on va prendre la direction du Cap Corse tout de suite avec notre Girandulo Francesca, si vous le voulez bien. Bonjour à tous, pour cette troisième étape dans le Cap Corse, je vous propose aujourd'hui de vous arrêter à Lourri, commune de 750 habitants, située à la croisée des chemins entre l'Est et l'Ouest, bénéficiant de toutes les commodités. Lourri est une commune poids lourd du Cap Corse. Elle a su diversifier ses activités. Il y a sur la commune un vignoble, de l'élevage, mais également elle a su diversifier, développer en tout cas son secteur tertiaire. Le village possède un collège, une école primaire, ce qui permet de drainer un maximum de jeunes couples ici sur cette commune. Et puis également, Lourri, c'est un patrimoine bâti et naturel remarquable. L'église Saint-Pierre, datant du XVIIIe siècle, également son ancien couvent des Capucins, sa fameuse tour Sénèque, sa marine, bien entendu, la marine de Santa Sevère, et puis des associations œuvrent ici toute l'année, dont l'une particulièrement. Elle s'appelle Amighi di Urudione et ça sera tout à l'heure. Je vous ferai découvrir un petit peu ses activités, rencontre donc avec son président, Roger Philippi. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Francesca, bien sûr. On va parler de l'économie sociale et solidaire en Corse, bien sûr, parce que c'est un sacré vecteur d'emploi. N'hésitez pas à envoyer vos tweets via Twitter ou vos questions via Facebook. L'invité qui est là et qui vont se multiplier, on en aura 3 au total. Ça fera un plaisir d'y répondre. Elle va même peut-être y répondre aussi, parce qu'elle est spécialiste de la question. C'est Célia Petroni qui arrive tout de suite. Célia, ça va? En forme moyen plus. Moyen plus, oui. Prenez place, Célia. Merci. C'est la dernière de la semaine, avant les vacances d'ailleurs. D'ailleurs, on est en vacances pour 15 jours. Ça fera du bien. Alors, vous l'avez dit, on va parler d'un secteur en plein essor, l'économie sociale et solidaire. Et pour ce faire, nous avons en plateau Malou Emmanueli. Bonjour, vous êtes notre première invitée. Vous êtes coordinatrice et conseillère en insertion professionnelle. Vous êtes salariée à l'association Amighi di Urudione, dont Francesca nous a parlé, donc dans le Cap. Et vous avez un signe particulier, c'est que vous êtes très investie dans la valorisation du patrimoine et notamment pour la sauvegarde du quartier du Puntetto à Bastia. Racontez-nous un petit peu ça. Oui, c'est vrai. Disons que peut-être vous en avez entendu parler. L'an dernier, il y avait un projet de démolition de 5 bâtiments du XVIIe siècle sur le quartier du Puntetto à Bastia, dans le centre ancien. Et c'est vrai qu'avec le comité de quartier, je me suis beaucoup investie pour que ces immeubles restent debout et soient réhabilités. Et ils sont toujours debout. Ils sont toujours debout. Bravo. Tout va bien. Bravo Malou. On se lance dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire? Alors c'est un petit peu compliqué, mais on va essayer de schématiser. Disons que dans l'économie, il y a 3 secteurs. Le secteur privé, donc lucratif, le secteur public, donc l'État. Et puis vous avez cette espèce d'ovni qui est ni public, ni privé, à but non lucratif, enfin un petit peu quand même. C'est l'économie sociale et solidaire. Ça concerne les coopératives, les mutuelles, les associations. Le fonctionnement et les activités en fait reposent sur le concept de l'activité, de la solidarité et de l'utilité sociale. Et ça marche, c'est ça la bonne nouvelle. La preuve, ça fait 22 ans que ça dure à l'association L'Amighi di Urudione, qui a pour vocation de lutter contre l'abandon. Alors Malou, concrètement, qu'est-ce qu'on y fait dans cette association? Alors déjà, c'est vrai que l'association a été créée sur une problématique, c'était les incendies. Dans les années fin 80, début 90, il y a eu énormément de feux dans le Cap Corse, des centaines d'hectares brûlés. Et notamment même sur le secteur du lourd, des morts. Et donc la population choquée s'est investie. Et Roger Philippi et un groupe d'habitants ont créé l'Amighi di Urudione pour mettre en place une prévention incendie rapprochée, c'est-à-dire nettoyer, parce que la broussaille arrivait aux portes des maisons. Donc mettre en place des pare-feux et donc protéger de façon avec une méthode, je dirais, plus paysanne les maisons et les biens. Voilà, parce qu'il y avait une politique de création de pare-feu sur les crêtes, mais auprès des maisons et des villages, il n'y avait pas de nettoyage et de prévention de ce type. Et donc, Roger va nous expliquer le reste. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. On le retrouve tout de suite. Puis il va nous parler de son association. Il est sur place avec Francesca. Allez, Roger. Oui, nous sommes toujours à Lourri, bien entendu. Je vous le disais il y a quelques minutes. Nous allons partir à la rencontre d'une association. C'est l'association phare de la commune, Amighi di Urudione. Et nous allons rencontrer Roger Philippi, son président. Roger Philippi, salute. Salute. Alors, l'association Amighi di Urudione,
è nato di un constato drammatico finalmente. La soja Megorudion è nata nel 93, un constato drammatico dopo l'incendio dell'89 e del 90 che hanno fatto morte e che hanno martoriato tutto il Gabigorso. Dunque noi abbiamo deciso prima di tenere conto del nostro patrimonio per mettere in piazza una prevenzione degli incendi che convenia al clima, che convenia agli abitanti e che tiene conto della restaurazione del suo patrimonio. Allora, c'è anche parecchi obiettivi, parecchie azioni, per esempio. Prima abbiamo creato una società proprietaria, dunque non ha più di un'ottantina di ettari, che conta oggi più di 200 proprietari. E dunque abbiamo riuscito a mettere in piazza questa dinamica con gli abitanti, abbiamo 300 aderenti, con i proprietari, abbiamo più di 200 proprietari, con gli agricoltori, posto che sono con noi e beneficiano del nostro lavoro, non ci abbiamo incavato con i politici, disgraziatamente. Allora, oggi il bulletto sociale è importante anche. Ha cominciato nel 1994. Perché? Perché finalmente quando abbiamo deciso di tenere conto del quadro di vita e il nostro spazio rurale, cioè abbiamo conto di noi i problemi che ci sono, i paesani, i problemi che esistono nella nostra regione. Dunque abbiamo deciso di mettere in piazza un quadro sociale e siamo l'attello di inserzione sociale di Gabigorso o di giorni. Chi fate? Dunque ci occupiamo di gente che sono allontanati dall'impiego per differenti ragioni. Può essere la salute, può essere problemi di famiglia. E mettiamo in piazza una formazione per queste gente qui perché li possano essere dunque impiegati sortendo di lattello, avendo risolto tutti i suoi problemi. Ci sono anche parecchie attività concretamente. Capita che dopo i 22 anni si può dire c'è parecchie attività, c'è l'attività dunque sociale che permette di tenere conto delle difficoltà dei gente che campano nella nostra regione, dandogli una formazione adattata al terreno. E poi ci sono realizzazioni concrete di Soggio che sono 150 ettari di terreni restaurati ogni giorno, in pochi di pascoli che sono stati chiusi, dunque restaurati e chiusi di Soggio e che sono ridistribuiti agli agricoltori. Dunque è tutta una dinamica che è stata messa in piazza per assicurare prima lo sviluppo sostenibile di una regione e poi è capito che questa attività sociale permette alla Soggio di avere una manodopera a lungo anno per poter mettere in piazza altri obiettivi. D'accordo. Roger Filippi, vi ringrazio. Vi ringrazio. Merci Roger, merci Francesc. Malou, si on doit récapituler quelques chiffres de l'association, ce sont 200 propriétaires fonciers, 300 adhérents, 22 ans d'existence et surtout du travail sans cesse depuis la création de l'association. Super. Oui. Non mais c'est vrai, c'est du travail. C'est du travail. C'est vrai que chaque année, il y a une réflexion de mise. On se dit comment pérenniser tous ces ouvrages. Et donc, il y a eu un partenariat avec les agriculteurs, parce que ce sont quand même les premiers gestionnaires de l'espace. Et puis, le propriétaire a toujours été au centre, évidemment, du programme. Et donc, chaque année, on a réfléchi comment redynamiser ces terres en friche, les débroussailler, oui, mais après leur donner une nouvelle vocation. C'est pour ça qu'on a réhabilité tous les anciens vergers et que l'on a créé aussi ce parcours de santé sur les berges de la rivière. Donc ça fait maintenant 15 ans qu'il existe. Et je crois que les habitants ne pourraient plus jamais s'en passer. Il fait partie du paysage. Et il est très pratiqué par les écoles, le collège, les associations qui viennent de Bastia organiser des courses de VTT. Donc il répond à un besoin. Et c'est en ce sens aussi qu'on est intégré dans l'économie sociale et solidaire, puisqu'on crée des ouvrages qui sont d'intérêt général et qui servent à la population et qui améliorent le cadre de vie. L'association, ce n'est pas uniquement sur le terrain, ce sont aussi des conférences et des formations. Est-ce que vous pouvez nous dire à qui elles s'adressent ? L'association est aussi un organisme de formation et déjà dans le cadre de l'atelier chantier d'insertion, on embauche des personnes parfois qui débutent dans ce type de travaux et donc on apporte une formation, travaux forestiers, donc l'utilisation des outils de coupe. Et puis
ponctuellement, on peut faire des formations sur les langues aussi, parce que, comme vous l'avez vu, Roger Philippe est très investi, hein, et donc on essaye toujours de transmettre notre langue, que ce soit sur des chantiers jeunes bénévoles ou dans le cadre de l'atelier chantier d'insertion. Et puis ça peut être des conférences sur la valorisation du patrimoine bâti, sur la valorisation des paysages. Tout se passe à Lourdes. C'est toujours lourd. Oui, lorsqu'on obtient bien sûr des locaux, lorsqu'on a les soutiens bien sûr, sinon on peut aussi les faire sur d'autres communes. Donc l'accent il est vraiment mis sur des publics en difficulté, ce sont des demandeurs d'emploi, des personnes sans qualification ou en réinsertion professionnelle. Je sais pas, vous ciblez... Oui, on a voulu développer un volet social en 1994 d'ailleurs. Des jeunes jusqu'à quel âge ? Et disons que l'atelier chantier d'insertion, c'est à partir de 18 ans pour pouvoir utiliser ces outils-là, et s'adresse à des publics éloignés de l'emploi, c'est-à-dire des personnes qui sont au chômage depuis plus d'1 an. Et donc l'atelier est un SAS avant l'emploi durable. Pendant le contrat, c'est un contrat de 6 mois à 24 mois, il y a un accompagnement social et professionnel, l'objectif étant de développer ses capacités d'insertion, que ce soit par la formation, par l'apprentissage de métier, par l'organisation d'un projet professionnel. Et donc, c'est vrai que... Elle est très utile, hein, cette association, voilà. Malou. Et d'ailleurs, elle a été distinguée, elle a reçu un prix dès 1998. C'est le premier prix Vivendi pour la création de 10 emplois dans le milieu rural. Oui. Donc déjà, la création d'emplois, et en plus dans le milieu rural, c'est quand même c'est vrai, parce que vu l'ampleur des travaux... En fait, vous dire un bravo. 10, en 20 ans d'existence, vous en avez créé combien d'emplois, vous savez ? À peu près une centaine. Une centaine. Une centaine, oui. Avec une simple, entre guillemets, association, sans avec emploi. Des contrats à durée déterminée, Pérenne, bien sûr. en plus, d'accord. Aujourd'hui, la loi, elle reconnaît l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, comme un mode d'entreprendre très spécifique. Donc il y a une loi qui a été publiée le 31 juillet 2014 pour encourager cette économie sociale et solidaire. Donc ça passe par la reconnaissance et par les financements. Ce que je vous propose de faire, c'est de regarder un petit clip récapitulatif qui a été fait par le ministère de l'économie et des finances. Reconnaître l'économie sociale et solidaire comme un mode d'entreprendre spécifique. Oui, mais comment ? Eh bien déjà en définissant ce qu'est l'ESS. Il faut bien savoir de quoi et de qui on parle. Et c'est ce qu'a fait la loi ESS. Voilà. Alors, c'est bien joli tout ça, me direz-vous, mais qu'est-ce que ça change ? Eh bien déjà, ça fait rudement plaisir aux acteurs historiques de l'ESS. Les associations, les mutuelles, les coopératives et les fondations d'être reconnus et de savoir qu'on sait enfin qui ils sont. Ce qui change aussi, c'est que Monsieur Y, par exemple, qui est entrepreneur commercial et à but social et qui s'appliquait déjà les principes fondateurs de l'ESS, fait maintenant aussi partie de l'ESS. Monsieur Y est désormais un entrepreneur social. Et comme n'importe quelle entreprise, pour que Monsieur Y ou une association ou une mutuelle ou une coopérative ou une fondation puisse se développer, il doit trouver des financements. Et c'est là que la loi ESS prend tout son sens. Maintenant que l'ESS est clairement définie, elle dispose, par définition, de son socle juridique. Un socle bien sûr nécessaire pour des financements publics, mais surtout indispensable pour des investissements privés. Donc, si Monsieur Y, ou une association, ou une mutuelle, ou une coopérative, ou une fondation, s'adresse auprès de sa banque pour trouver des financements, il trouvera de nombreux dispositifs, certains déjà connus, d'autres inédits, mais tous désormais adaptés à l'ESS. Bon, ben là, c'est clair, un petit schéma vaut vraiment mieux qu'un grand discours. Et d'ailleurs, quelques chiffres. C'est utile, ouais, parce qu'on ne se rend pas bien compte à quel point l'économie sociale et solidaire pèse. Les chiffres, elle représente 10% du PIB réalisé par 200 000 entreprises françaises, soit 2,36 millions de salariés qui génèrent 54 milliards d'euros. C'est un secteur qui va représenter 600 000 recrutements d'ici 2020. Exactement, donc ça a vraiment du poids et c'est pas parce que ça s'adresse à des petites structures que ça ne génère pas de l'économie derrière. D'ailleurs, on a quelqu'un qui s'attache à observer ce phénomène d'économie sociale et solidaire depuis un petit moment déjà. Et lui, il y croit dur comme fer. Alors, il n'est pas sur le plateau avec nous, mais il est en duplex de Paris. Il s'agit de Pierre Dottelonde. Bonjour, Pierre. Bonjour. Bonjour, Pierre. Et c'est pas parce que vous êtes à Paris que vous n'avez pas droit à votre fiche d'identité, hein, d'ailleurs. Hein. Exactement ça. Alors, Pierre est historien et éditeur. Et son signe particulier, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, il est Pinsut Sikur Sigato. C'est ça, Pierre ? Oui, c'est ça, à peu près. Oui, Corse d'adoption est totalement corcisé maintenant.
Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont 4 consacrés à la Corse. On en a un exemplaire sur le plateau. Luc s'en est emparé immédiatement. Mais j'avais déjà, vous me l'avez envoyé, je crois. Il est super ce petit bouquin, Corse, les énergies du Nil, effectivement. Il est très beau, voilà. Ouais. C'est le Corse, les énergies du Nil, en fait, qui s'attache à décrire combien la Corse est dynamique, inventive et entreprenante. Je cite, un foisonnement d'initiatives d'autant plus remarquable que la démographie, le relief et l'insularité complique tout. Alors pour ce livre, vous avez sollicité l'association Pierre-Amic Di Rouguion en 2013 et vous avez fait la part belle aux ESS. Expliquez-nous pourquoi. Alors, j'ai pas totalement fait la part belle aux ESS dans ce livre. C'est une partie, parce que les énergies humaines qui se manifestent en Corse, en fait, sont présentes dans beaucoup de domaines. Mais il se trouve que en abordant notamment toutes les initiatives qui ont cours dans des villages, là, on s'aperçoit très vite, donc l'ami Guidi Roudion est un exemple emblématique, que toutes ces initiatives dans les villages sont à la fois essentielles et relèvent de l'économie sociale et solidaire pour la plupart. Donc c'est le chapitre 3 et le chapitre 4. Pardon ? Bon, j'ai dit c'est dans le chapitre 3 et le chapitre 4. On a des images pour ceux qui voudraient feuilleter le bouquin. Aujourd'hui encore, Pierre, vous êtes mandaté par l'Université de Corse pour une étude prospective, en fait, une étude qui va s'intégrer au PADUC, donc le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse. Et l'idée, c'est de s'interroger sur l'impact qu'ont eu notamment les associations et le réacquiste des années 60 à 90. Oui, absolument. Alors, parce que bon, d'abord, je voudrais rendre hommage au passage à Xavier Peraldi, qui nous a quittés il y a peu de temps, et qui est à l'origine de cette demande de faire une étude prospective, essayer de s'imaginer, dans le cadre du PADUC, quelle pourrait être la place de l'économie sociale et solidaire en Corse à l'horizon 2040. Alors, dans ce cadre-là, donc, nous avons évidemment travaillé avec le Conseil économique, social et culturel. Donc, c'est une étude qui a été menée par Pluricité et Asparagus, et donc avec ma contribution. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, l'économie sociale et solidaire en Corse, pour une large part, n'a pas de spécificité par rapport au continent. C'est-à-dire, en termes d'emploi, pour l'essentiel, ce sont les mutuelles, ce sont les banques coopératives, et on retrouve l'aide à domicile, et on retrouve tous ces gisements d'emploi sur le continent à peu près dans les mêmes proportions. En revanche, ce qui est très spécifique à ce moment-là à la Corse, c'est tout le tissu associatif, et que j'aurais presque envie de baptiser, enfin, il relève pour moi plutôt de l'économie sociale, solidaire et identitaire. Au passage, je ferai observer, donc ça nous donne comme anagramme ESI. Et ESI, c'est le verbe être au pluriel en langue corse. Ouais, donc, alors. Pour comprendre comment vous appréhendez cette étude, vous élaborez des scénarios avec des propositions optimistes, des propositions neutres et puis des propositions pessimistes. Si on devait le transposer à la démographie, qu'est-ce que ça pourrait donner, Pierre ? Expliquez-nous. Alors, oui, on avait pris un exemple. Bon, d'abord, il faut savoir que cette étude est encore un peu en cours et donc les scénarios sont en train d'être affinés. Mais toute la difficulté et tout l'intérêt d'ailleurs de ce type d'exercice, c'est de se dire, si on part par exemple d'un critère qui est plutôt négatif ou pessimiste, l'évolution démographique en Corse. Donc on sait que la population va continuer à augmenter, mais elle ne va continuer à augmenter à horizon, mettons, 2040, que grâce au solde migratoire. C'est-à-dire donc des gens venus de l'extérieur, qui peuvent être des Corses d'ailleurs ayant fait toute leur carrière sur le continent et qui reviennent pour la retraite, et puis aussi d'autres bras, des actifs, bon voilà. Donc essentiellement solde migratoire. On sait aussi qu'il va y avoir un vieillissement, que le vieillissement de la population va continuer. Donc finalement c'est plutôt pessimiste. C'est plutôt pessimiste. Sauf que non. Si on le rapporte à l'économie sociale et solidaire, dont je vous ai dit une part est représentée par l'aide à domicile et aussi par le tissu associatif. Un chiffre au passage, le tissu associatif en Corse, c'est 70 000 bénévoles. C'est énorme. C'est énorme. Donc, ce critère un peu pessimiste, cette projection un peu pessimiste, finalement, pourrait avoir des retombées positives pour l'économie sociale et solidaire parce que ça veut dire un vivier entretenu de bénévoles, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes retraités. C'est quand on est jeune retraité, notamment, qu'on devient vraiment bénévole.
Et puis un développement aussi des besoins en matière d'aide à domicile. Voilà. Donc c'est pour vous dire, tout l'exercice sur lequel on est en train de travailler peut réserver des surprises en termes de scénario. Ah, donc d'ici 2040, en fait, c'est plus ou moins positif alors. Ça pourrait être positif. Maintenant, reste à savoir, il y a beaucoup de pondérables, hein, beaucoup de variables qui peuvent intervenir. Pour prendre un cas précis, en ce moment, c'est vrai que tout le monde traverse une crise, les institutions traversent des crises financières, et il se trouve par exemple que tout le tissu associatif, en particulier dans le domaine culturel, a vu en Corse ses subventions baisser, en tout cas pour l'année 2015, baisser assez drastiquement. Est-ce que là, par exemple, un scénario positif pourrait être remis en cause par cette baisse assez soudaine et drastique, qu'on peut comprendre par ailleurs, mais des moyens financiers? Ok, donc si j'ai bien compris, on se donne rendez-vous en 2040 pour voir entre le positif et le négatif ce que ça a donné. Non, on se rend rendez-vous quand? Alors dites-moi. On va se donner rendez-vous bien avant. Il y a notamment... allez vite, concluez. Je conclus. Oui. Non, mais il y a toute une question de la relève, notamment. Donc peut-être en 2020, on verra on se donne rendez-vous en 2020. Très positive dans le tissu associatif pour faire vivre l'économie sociale et solidaire. Ok, merci. Beaucoup, bougez pas, Pierre. On aura peut-être besoin de votre avis tout à l'heure. De la relève, justement, il y a un autre volet qui est proposé par l'association. C'est ce qu'on appelle les chantiers jeunes. Et on a un nouvel invité qui va nous rejoindre pour en parler. Il s'agit de Nicolas Ognot. C'est à vous d'arriver. Il attendait, il dit que ça patientait. Nicolas, bienvenue sur le plateau d'Ipsem. Alors Nicolas, on est absolument ravis de vous accueillir. Ça va? Merci de m'accueillir. Bon, allez, on fait votre fiche d'identité. Vous êtes directeur de l'éducation, du sport et de la jeunesse. Et vous avez un signe particulier que j'ai eu l'occasion de filmer, c'est que vous êtes adepte des danses à deux, rock, salsa, tango, etc. Chacun a son petit jardin secret. Allez, il nous reste juste quelques minutes, donc on va quand même aller vite parce qu'effectivement, il nous reste que 4 minutes pour... Alors, avec l'association l'Amic di Roubion, vous avez participé à la mise en place de chantiers jeunes, Nicolas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ces chantiers consistent? Alors, tout d'abord, je tiens à saluer le travail exemplaire qu'a fait l'association l'Amic di Roubion dans le Cap Corse, à Lourdes. Et d'ailleurs, ça a été le lieu de notre premier chantier régional, puisque nous avons d'un côté un grand chantier régional que nous organisons, enfin nous, que la CTC, à l'aide de ses services, organise une fois par an. Et en 2011, nous avons choisi la Lourdes et en partenariat avec l'association l'Amic di Roubion. Et ensuite, nous avons parallèlement une politique qui tente à soutenir à peu près une vingtaine de chantiers, je dirais, micro-régionaux, voire locaux dans toute la Corse, qui sont présentés par diverses associations. Qu'est-ce qu'on fait dans ces chantiers? C'est quoi ces chantiers? Alors, dans le cadre de la politique jeunesse de la CTC, qui est prévue par la loi, puisque la CTC est compétente pour tout ce qui concerne l'éducation populaire, c'est un vieux thème mais qui est remis au goût du jour de plus en plus, et l'information jeunesse. Alors, dans ce cadre-là, ces chantiers ont pour mission un petit peu de réunir des jeunes, une mixité des publics, d'acquérir des notions basiques, mais quand les jeunes sont entre eux, ils peuvent les partager davantage. Ça concerne la solidarité, le sens de l'intérêt général, la mise en œuvre du patrimoine, et se réhabiliter le patrimoine insulaire, c'est quelque chose de très important de nos jours, et vous l'avez dit, surtout les jeunes qui sont souvent mal de repère, ça permet de les immerger dans la réalité rurale, et notamment dans les régions souvent défavorisées. Donc vous invitez vraiment les jeunes à être inventifs, et notamment ça passe par ce qu'on appelle ou prime ou passe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors ça c'est un autre dispositif de la politique jeunesse, parce que là on est, lorsqu'on évoque les chantiers de jeunes bénévoles, c'est à l'égard d'associations. Que ce soit des associations pour des chantiers locaux ou une association après appel d'offres qui est sélectionnée pour faire le chantier régional. Là, prime ou passe, et je dirais, ça s'adresse davantage à des jeunes qui ont une envie de porter un projet personnel qui peut être aidé, on étudie le projet, mais on constate que l'engagement personnel des jeunes, il est un petit peu plus rare de nos jours, à la différence de l'engagement collectif qui s'opère à travers d'associations. Et donc là, effectivement, si des jeunes ont quelques projets intéressants dans le domaine de l'environnement, du patrimoine, de la langue corse, on peut... Il faut vous le faire savoir. Ça, c'est pour les 11-17 ans, à l'inverse du chantier jeune qui est à partir de 18. Et 17-25 aussi, on peut aussi... Ça c'est dans le cadre du règlement jeunesse. Revenons sur ces chantiers d'insertion. Vous les choisissez comment, les jeunes? Vous les trouvez où? C'est qui? Alors là, je voudrais juste apporter une précision. Entre les chantiers d'insertion qui s'intègrent dans l'économie sociale et solidaire, où effectivement les associations comme l'Amic di Roubion proposent ensuite des contrats de travail sur une durée déterminée de 6 mois. Nous, la différence, je dirais en quelque sorte, c'est un peu l'initiation
à la vie active de plus tard. Vous parliez la connaissance un peu de l'apprentissage. Concrètement, un chantier, il y a toujours une association agréée par l'État, bien évidemment, un chef d'entreprise local qui travaille souvent avec une commune, avec l'association. C'est un petit peu l'esprit du compagnonnage, vous voyez, qu'il y avait à l'époque au Moyen-Âge. Et donc, l'entreprise, l'association accompagne les jeunes pendant une semaine, puisqu'on ne fournit pas de contrat de travail, mais ça peut donner des idées à certains jeunes et certains même les remettre sur les rails. Vous les trouvez comment, ces jeunes? Disons qu'en général, c'est l'association qui porte fournit le les projet. jeunes. Nous, on a choisi d'être sur ces deux volets, l'insertion, donc l'embauche de personnes au chômage, et puis les chantiers jeunes. Alors, ce sont les bénévoles qui portent ce projet, et les jeunes sont recrutés auprès du collège, ça fait combien de auprès jeunes des par parents. an? Ça fait combien de jeunes par an à peu près qui passent par vos chantiers? Écoutez, on a à peu près une vingtaine de chantiers sur toute la Corse, puisque Haute-Corse, Corse du Sud. Je dirais qu'il faut compter à peu près une vingtaine de jeunes par chantier, donc faites le total. Ça fait bien. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a un volet information d'ailleurs qui est mis en place par le CRIJ, le Centre régional d'information jeunesse pour les jeunes. Il y a l'adresse qui va s'afficher si vous voulez plus d'informations. Oui, parce on aurait besoin d'une émission encore plus longue, parce que vous avez beaucoup de choses à dire. On passe juste un petit coucou à Christina qui nous attend avec ses invités. On va continuer de parler justement de jeunes qui s'investissent au travers des Olympiades des métiers, figurez-vous. Elle arrive toute seule, non, il y a toute une bande avec elle, ne vous inquiétez pas, ils vont arriver. Des jeunes apprentis et leurs professeurs. Passez donc une excellente semaine de vacances, même deux. Même deux. Merci infiniment, on continue dans cette voie, c'est vraiment très bien. Et un petit coucou à Pierre, on se revoit, rendez-vous en 2020 Pierre, on a bien compris? D'accord, promis, on prend date. Et merci en tout cas, merci de votre disponibilité, merci beaucoup et de votre expertise. Ciao. Merci. Bon, vous pouvez encore rester. Allez, on se dit, voilà, oui, venez. Volontiers. Vous êtes pressé de nous quitter en fait.